Voilà, ces canicules et les effets catastrophiques pour le vivant en général, les animaux, les végétaux, eux aussi souffrent de la chaleur, Audrey. Oui, on va commencer par, la végétation. Le début de l'année 2026 a été très pluvieux, ça ne vous aura pas, échappé, en tout cas sur la France et l'Europe. Eh bien, je suis allée voir le bilan hydrologique, des sols pour voir si les sols, s'étaient rechargés en eau à cette occasion. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus vert sur cette carte, de Météo France. On a même un sol exceptionnellement sec, dans le centre-ouest, c'est la tache rouge que vous voyez. Et si on regarde dans le détail ce rapport de Météo France datant du mois dernier, voici ce qu'il nous dit. En mai, les sols se sont asséchés sur 75% du territoire. L'humidité des sols est globalement proche de la normale sur près de 60% de la France. Les sols sont devenus plus secs que la normale, à exceptionnellement secs sur 40% du pays. Donc c'est quand même assez grave. Donc avant le début de cet épisode de canicule, on est déjà dans une situation limite sur nos ressources en eau. Et vous avez sans doute entendu parler du fameux effet sèche-cheveux. Ces derniers jours, les températures très élevées, avec beaucoup de soleil, un air très sec et parfois du vent, vont accélérer l'assèchement des sols et donc la mortalité des plantes. Je vais laisser la parole au biologiste Marc-André Sellos sur cette mortalité accrue des végétaux. C'est sûr que la végétation souffre beaucoup en ce moment. Il faut savoir que la végétation évapore de l'eau. C'est comme ça que la sève monte. C'est pour ça qu'elle rafraîchit la végétation. Il faut 200 litres d'eau par jour à un arbre. Il faut 30 tonnes d'eau pour un hectare de forêt par jour. Ça veut dire qu'à un moment, il n'y a plus assez d'eau. Et effectivement, la physiologie commence à s'effondrer des arbres. Ils cessent de fonctionner, ils deviennent plus vulnérables à des maladies, plus affaiblis. Et le risque, c'est finalement que ces arbres meurent. On a une mortalité sur les 10 dernières années qui a quand même augmenté en forêt de 80%. Et l'inconvénient, c'est que, bon, à court terme, ça nous prive de forêt, mais c'est surtout que ces forêts sont un stock de carbone. C'est-à-dire que c'est perdre l'outil qui nous permet de transformer le CO2 immobilisé sous forme de matière végétale. Sur les 10 dernières années, par exemple, la capacité de la forêt française à fixer du carbone a été divisée par 2. Et j'ajoute que ces végétaux secs fournissent un combustible parfait pour les feux de forêt de grande ampleur. C'est pour cela que, vous allez le voir, voilà, les endroits où Météo France estime le danger d'incendie élevé, c'est en orange, correspond aux zones qui ont le moins d'eau dans le sol. On passe à la faune qui souffre également. Oui, déjà par la destruction de leur habitat, avec la disparition des forêts, de la végétation et donc aussi de leurs ressources alimentaires, aussi bien pour les herbivores que pour les insectivores ou les carnivores. C'est tout l'écosystème qui est menacé puisque la végétation est à la base de tout. Et il y a deux façons de voir la situation, de la considérer, en considérant juste l'événement qu'on est en train de traverser et à la fois aussi toute la modification qu'entraîne le réchauffement climatique dans cet écosystème. Déjà, juste cette vague de chaleur. Elle se produit alors que le printemps finit et que l'été commence à peine. C'est-à-dire qu'il y a encore des oisillons au nid, des juvéniles de différentes espèces qui sont encore fragiles. Sur la ligue, sur le site de la Ligue de protection des oiseaux, voici ce qu'on peut dire sur les dangers de ces chaleurs. Les effets de la chaleur extrême sont nombreux. Les brûlures déjà causées par les sols surchauffés. Les oiseaux nichant sous les toits comme les martinets ou les hirondelles sont particulièrement vulnérables. Les jeunes asphyxiés par la chaleur tombent parfois du nid en cherchant de l'air. La déshydratation est une autre menace majeure. L'assèchement des points d'eau oblige les animaux à parcourir de longues distances, parfois jusqu'à l'épuisement. Ça ne concerne bien sûr pas que les oiseaux. Et enfin, si on considère maintenant les modifications qu'entraîne le réchauffement climatique, les chênes ou les platanes ne pourront pas survivre sous nos latitudes avec ces températures. Donc ce type de végétation va migrer vers le nord et on va se retrouver avec, allez, pour grossir le trait, des palmiers à Paris. Et forcément, les espèces animales qui dépendent de ces écosystèmes vont migrer avec les arbres. C'est tout notre environnement qui va changer. Je vais laisser le mot de la fin à Marc-André Sellos. Je diffuse jamais jusqu'à présent les mouvements de colère ou les moments d'émotion, d'inquiétude des scientifiques qui m'accordent leur confiance. Mais là, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus en pouvoir qu'on ne les écoute pas. Ce qui me préoccupe le plus dans la séquence qu'on est en train de vivre, c'est que je vois le politique poser des sparadraps. On est tous en train de se précipiter à éponger alors qu'il y a une inondation sans avoir géré la cause de l'inondation. Je n'entends pas parler aujourd'hui de l'urgence d'une prise de décision globale ou au moins européenne quant au changement climatique. Bien au contraire, je vois que l'Europe, par exemple, je vous donne juste un exemple, a baissé sa garde sur la déforestation importée. C'est-à-dire que
il y avait une législation qui devait passer, qui devait interdire d'importer du bois qui déforestait ailleurs. Déforester, c'est faire de l'effet de serre, c'est se priver de puits de carbone. L'Europe a repoussé cette décision sous la pression de lobby, et donc on continue à importer du bois qui est en train de pourrir le climat. Voilà un exemple de décision qui montre que les politiques s'agitent sur le court terme de façon démagogique et ne sont pas capables d'écouter ce que leur disent les scientifiques. Arrêtez, stoppez au plus vite ce changement climatique avant qu'on en crève tous. Voilà pour la colère de Marc Sellos, qui n'est pas le seul à me confier à la fois ses inquiétudes, sa colère et ses déceptions face à l'immobilisme collectif.